Vous êtes les bienvenus sur notre plateau. Aujourd'hui, vendredi, santé dans Lady vous écoute. Notre sujet s'intitule le cycle menstruel. Je vois ci et là marqué le cycle menstruel féminin et je m'interroge, y a-t-il seulement un cycle menstruel masculin? Grande est la question. Pour parler de cela aujourd'hui, deux personnes qui, contrairement à moi, savent de quoi elles parlent. J'ai le plaisir de vous présenter juste à ma droite Laetitia Sulon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes infirmière diplômée d'État à l'hôpital de la Salpêtrière. Tout à fait. Et avec nous sur le plateau, Dr Clarisse Kingay-Ekolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur notre plateau. Les médecins sont archi super extra occupés, mais je vous le disais tout à l'heure, cela nous fait très plaisir que vous puissiez être là. Et rassurez-vous, vous aurez bien plus d'utilité pour nous ici que si vous n'étiez pas venu. Vous êtes gynécologue obstétricienne, chirurgien des hôpitaux, chef de pôle et chef de service au centre hospitalier général de Clermont-de-Loise. Et donc, c'est dans l'Oise. Et puis, vous êtes aussi la présidente de l'association franco-camerounaise pour la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi, nous sommes donc outillés, mesdames. Je voudrais, avant que de rentrer dans notre sujet du jour, vous proposer de nous parler de vos vocations. Pourquoi avez-vous choisi d'être infirmière? Tout simplement, pour ma part, ça a été vraiment, on va dire, un sacerdoce. Oui. J'ai vraiment voulu, en fait, me rendre utile et puis m'occuper tout simplement des autres. Et je voulais joindre, si vous voulez, la technicité avec tout ce qui était le rapport humain. Donc, voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin? Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Est-ce que c'est la volonté des parents? Est-ce que c'est votre choix? Rêve de petite fille, non. Non, rêve de petite... En fait, quand j'étais jeune petite fille, je voulais plutôt être pilote. À la bonne heure. C'est plus tard que j'ai choisi la médecine pour voir le fait de voir quand même toute cette souffrance. On s'est dit, bon, si chacun apporte sa petite pierre, on peut peut-être faire quelque chose. Choisir ce métier-là, c'est ne pas avoir peur de voir la souffrance. Voilà, tout à fait. En fait, il faut voir la souffrance quand on fait ce métier, on voit la souffrance, mais dans le sens d'y apporter. On voit la solution, on ne voit pas le problème. Une solution, voilà. Essayez d'y apporter une solution parce qu'il n'y a pas toujours de solution. Et la pratique du métier vous a prouvé que vous aviez fait un bon choix? Oui. Quel est votre meilleur souvenir d'ailleurs de gynécologue? Oh, le meilleur souvenir de gynécologue, j'en ai vraiment plusieurs, c'est difficile à dire, mais quand on a notamment suivi une personne ou un couple qui a du mal à avoir des enfants, c'est toujours un très très grand plaisir quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent que le test de grossesse est positif. C'est vraiment une grossesse, une nouvelle qu'on apprend ensemble et qu'on apprécie. Et c'est encore mieux quand c'est l'enfant issu de cela qui vient vous dire « Coucou, c'est moi ». Voilà, tout à fait. C'était moi dans la petite éprouvette. Voilà. Pourquoi avez-vous, plutôt quel est votre meilleur souvenir, vous, en tant qu'infirmière? Oh, j'en ai beaucoup, un peu comme madame. Mais au quotidien, c'est tout simplement un patient qui vous dit je vous attendais, vous êtes mon rayon de soleil de la journée ». Enfin, c'est le plus beau compliment. C'est tout simplement ces petits merci, ces sourires de remerciement des patients. Voilà. Je ne veux pas parler des souvenirs les plus difficiles, on aura le temps de les dire. En rappelant que nous sommes en direct 01 45 55 76 87 pour pouvoir apporter quelques débuts de solutions, de réponses plutôt aux questions que vous vous posez. Je rappelle que nous parlons du cycle menstruel féminin, savoir comment on fonctionne en tant que femme, ce qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. Souvent on dit que les femmes ne savent pas nécessairement comment elles sont faites. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, mesdames? Pour ma part, je confirme. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de fausses idées, surtout chez les jeunes filles et parfois même chez les adultes, les femmes adultes. Effectivement, elles ne savent pas comment elles sont formées, elles ne connaissent pas leur corps. Et mal connaître son corps, c'est du coup aussi mal exprimer peut-être ce qu'on ressent. C'est avoir mal à gauche et dire qu'on a mal à droite. C'est un peu ça, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Que constatez-vous dans votre cabinet, docteur? Oui, effectivement, il y a énormément de femmes qui ne connaissent pas leur anatomie. Et c'est pour ça qu'il faut, moi, personnellement, je leur fais toujours le dessin.
Ouais. Je leur fais toujours un schéma. Quand je prescris une contraception, notamment chez les jeunes filles, je leur fais toujours un petit dessin pour leur montrer où sont les différents organes, l'utérus, le vagin, les trompes, les ovaires. Et ça leur permet de mieux comprendre le cycle et comment fonctionne leur corps. Alors, ce cycle menstruel, nous sommes là pour en parler. Vous avez l'avantage non seulement de travailler dans le corps médical, mais vous êtes aussi un témoignage en soi. Si vous êtes d'accord, nous allons peut-être commencer par cela. Du cycle menstruel, ce que les femmes connaissent beaucoup, ce que l'on entend dire, les hommes aussi en connaissent un rayon parce que quand on se plaint à leur côté, ils se souviennent que ce cycle menstruel est celui-là qui, tous les mois, fait qu'on est au moins grincheuse pour celle où tout va bien et au pire, on est pire que cela. Alors, vous en avez fait l'expérience. Merci d'accepter de partager cela. Comment avez-vous vécu, non pas seulement les difficultés, on parle communément de règles douloureuses, mais surtout le rapport aussi à la médecine pour pouvoir vous acheminer vers une solution? Alors, je pense que les règles douloureuses, c'est un phénomène que, pour la plupart des médecins, trouvent normal. Qu'on ait des douleurs menstruelles, c'est classique. Néanmoins, avoir mal en France et puis en 2012, surtout quand c'est des douleurs qui évoluent et qui s'aggravent, je pense que là, on ne doit plus cataloguer ça de normal et prendre en compte la douleur et la souffrance de la femme. Oui. Est-ce que c'est normal d'avoir mal, docteur, pendant les règles? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, mais c'est très fréquent. Bonne heure. Mais c'est très fréquent. C'est très fréquent, notamment chez les jeunes filles. Oui. Chez les jeunes filles, avant le premier accouchement, hein, c'est très fréquent parce qu'il faut que l'organisme, tout le système se mette en place et il y a pas mal de jeunes filles qui ont très très mal et qui sont même obligées de rester couchées, de ne pas aller à l'école, de ne pas aller au lycée, au collège, parce qu'elles ont très mal. Alors, déjà, si on a mal, c'est parce que donc il y a ce cycle menstruel. On va peut-être commencer par expliquer de quoi il s'agit, sachant que on nous a, merci beaucoup, sachant que, et c'était pour vous rappeler que nous sommes en direct, que vous allez pouvoir non seulement nous appeler au numéro qui s'affiche sur votre écran, mais aussi nous envoyer vos courriels à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Quelques questions pendant, si vous n'arrivez pas à nous avoir au téléphone, pour qu'on puisse apporter des débuts de réponse. La question que je posais était commençons par ce cycle menstruel, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est juste la magie des bonnes femmes? Vous savez, on dit que les femmes sont sorcières sous certains cieux. Est-ce que ça tient seulement à cela? Est-ce que toutes les femmes du monde sont de ce point de vue-là constituées de la même manière? Autant de choses que l'on va aborder avant que d'en venir à ces moments-là où c'est douloureux. Pourquoi c'est douloureux? Que faut-il faire si c'est douloureux? Et tout ce qui s'ensuit. Alors, vous avez donc traversé un tout petit peu le martyre, me disiez-vous, en préparant cette émission. Tout à fait, oui. Étiez-vous déjà infirmière? Non, pas du tout. J'étais encore collégienne, lycéenne. Ouais. J'ai été réglée comme toutes les jeunes filles aux alentours de 12 ans. Bon, c'était déjà le monde inconnu, même si maman m'en avait parlé en poésie. Voilà, pour me préparer psychologiquement à ce nouveau corps. Et en fait, c'est quelque chose qui s'installe donc progressivement. Et effectivement, la douleur est venue progressivement. Mois après mois, la douleur a évolué et s'est amplifiée. Et comme le disait le docteur justement auparavant, c'est une douleur qui devient quasi handicapante. Alors, elle devient supportable pendant quelques temps. Vous continuez à avoir votre activité, aller au collège, voir vos amis, etc. Et puis, il arrive un moment où aller à l'école, ne serait-ce que se déplacer, faire votre activité de tous les jours devient une souffrance. Et à ce moment-là, on se dit, il y a un problème, donc on retourne voir la gynéco et on dit à la gynéco qu'on a mal. Et le problème, c'est que souvent, on vous dit, c'est normal. Ça a été un peu la réponse qu'on m'a dit. Alors oui, d'accord, c'est normal. Donc on vous donne tout un tas d'antalgiques à cet effet. Donc vous avez Spasfon-Lyoc, éventuellement on vous change de pilule, on vous met sous Luthéran. Il y a tout un tas de panoplies médicamenteux. Et qui chez moi n'a pas agi. Vous avez la peau dure. Hein. Oui. Alors docteur, avez-vous connaissance du syndrome
méditerranéen. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome méditerranéen? Alors, le syndrome méditerranéen, c'est que on exprime de façon relativement excessive. Bon, c'est nous qui voyons que c'est excessif. Tout ce qu'on ressent, que ce soit la douleur, que ce soit la joie. Voilà, que ce soit la joie, on est bien. Quand vous dites excessivement, en comparaison à quoi et à qui? Alors, excessivement, c'est en comparaison à ce qu'on appelle les occidentaux, les occidentales, qui... Le centre de la Terre, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de centre de la Terre. On est toutes... non, bon, puisque oui, allez-y. Bon, quand je dis excessif, c'est que, bon, comme on est en France, hein, donc, c'est-à-dire que quand on a mal, on le montre. Hein, on le dit. On se roule par terre. Voilà. Mais alors, la praticienne que vous êtes, est-ce que cela, comment recevez-vous cette notion du syndrome syndrome prémenstruel, on va y arriver à celui-là aussi, du syndrome méditerranéen qui, selon les ouvrages de médecine et les leçons que l'on donne à ceux qui travaillent dans ce registre-là, stipule que quiconque manifeste sa douleur ou sa joie, mais la douleur notamment de manière excessive, donc si excès il y a, c'est en comparaison à un critère, et c'est pour ça que je parlais aussi de quel critère s'agit-il. Y a-t-il un critère universel de manifestation de la douleur qui voudrait qu'en deçà de ce critère-là, au-delà de ce critère-là, on serait beaucoup trop expansive? Est-ce que cela vous semble au moins normal? Alors, au niveau de la douleur, il y a une classification, une certaine échelle. Souvent, actuellement, pour essayer de quantifier justement la douleur, on demande à la personne de 1 à 10, comment classeriez-vous votre douleur? Est-ce que c'est 1, ça veut dire que bon, c'est pas grand-chose. Si c'est 9, c'est que vraiment, vous avez très très mal. Donc, ça permet un peu aux soignants de savoir, de se faire une idée. Voilà, et en fonction du degré de douleur, essayer d'adapter le traitement. Et donc, on aurait constaté que les personnes au sud de la Méditerranée et en descendant plus bas, c'est ce qu'on vous disait? Alors, tout à fait. En fait, moi, j'ai entendu parler de ce syndrome méditerranéen quand je suis rentrée à l'école d'infirmière. Oui. C'est l'une des premières choses qu'on nous apprend, c'est le syndrome méditerranéen. Donc, toute personne étant d'origine d'Afrique noire, d'Afrique du Nord ou même des Antilles, ces personnes-là exprimeraient leur douleur de façon excessive. Et malheureusement, quand on apprend ça, soit aux infirmières ou même à l'école de médecine, enfin je ne sais pas si vous, c'était à l'école de médecine que vous avez appris ça, mais du coup, j'ai l'impression qu'on sous-estime la douleur que pourrait exprimer la personne qui est en face de nous. Et c'est le constat que moi j'en ai fait, parce que j'ai été victime de ça, et je pourrais même dire que actuellement dans le milieu professionnel, en tout cas dans le milieu infirmier, il est vrai qu'on peut avoir des préjugés et donc dire oui, mais bon, elle est d'origine maghrébine ou Afrique noire et elle exagère sûrement un petit peu, et je pense qu'on ne prend pas au sérieux justement l'échelle numérique que la personne va nous donner. Donc si elle nous dit qu'elle a 7 et qu'elle en fait, enfin, ou même 5 et qu'elle dit qu'elle en fait des tonnes, je pense qu'on va peut-être sous-estimer sa douleur, contrairement à une femme européenne, occidentale et caucasienne. Devant la douleur. Voilà, et qui va dire qu'elle a 7, et on ne va pas forcément faire de jugement ou de critique par rapport à ce qu'elle va... Ou qui va dire qu'elle a 3. Voilà, et on va dire oui, elle a mal, on va lui faire de la morphine, on va... Voilà. Alors, si nous parlons de douleur, ça n'est pas pour polémiquer, mais c'est que nous allons parler aussi de ces règles douloureuses. Et quand l'entourage déjà et le corps médical ne mesurent pas comme soi-même la douleur que l'on ressent, il y a déjà une difficulté dans la manière de pouvoir apporter des solutions. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les règles douloureuses, notamment chez la jeune fille, si une jeune fille, souvent accompagnée de sa mère ou même si elle est toute seule, si elle vous dit qu'elle est obligée de rester allongée, qu'elle est obligée de ne pas aller à l'école, bon, ça prouve quand même que c'est une douleur assez... Il faut prendre en compte. Voilà, tout à fait.
Alors, on a par ailleurs, on parle de ce syndrome méditerranéen, mais en revanche, on sait bien que dans les sociétés africaines, afro-caribéennes certainement, une vraie femme, c'est celle-là qui serre les dents et qui ne dit rien devant la douleur. Je pose la question à la gynéco, notamment au moment de l'accouchement. Mais ça dépend au moment de l'accouchement. Non, au contraire, on crie, on montre qu'on a mal, et puis on crie. En plus, s'il y a la péridurale, mais que ce soit au niveau du syndrome méditerranéen ou non, hein, oui. Avant la péridurale, bon, on a quand même mal. Hein, c'est pas non plus une vue de l'esprit. Oui. Hein, c'est pas une simple hystérie féminine, comme on aime bien Merci dire. De nous le rappeler. Donc, il y a quand même une douleur réelle. Hystérie féminine, ça, c'est le terme c'est un terme masculin, puisque avant, la plupart des médecins étaient quand même des hommes. Hein, donc, ils ont trouvé des que les femmes étaient juste un peu trop affolées à la fois. Voilà. Alors, revenons-en donc à ce cycle menstruel. Pourquoi y a-t-il un cycle menstruel? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut y échapper quand on est femme? Pourquoi? Alors, le cycle menstruel, c'est le fonctionnement normal. Le cycle menstruel se met en place à la puberté. Oui. Parce que il faut quand même savoir que l'être humain, la femme, est faite donc pour procréer, bon, puisque nous sommes des animaux entre guillemets, hein, et il faut que l'organisme soit prêt à la procréation. Donc toutes ces modifications du cycle menstruel sont en fait calquées sur l'objectif de la procréation. Ouais. Et s'il n'y a pas de grossesse, à ce moment-là, il y a les règles. Voilà. Alors, nous avons deux vidéos. J'espère qu'on va en voir une, au moins techniquement, le temps qu'elle nous arrive de là où elle est. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, quel regard portez-vous sur les jeunes filles que vous rencontrez? Est-ce que les jeunes filles qui sont en consultation sont, à votre avis, de femmes déjà et de médecins, est-ce qu'elles sont suffisamment informées sur ces aspects-là? Pas toujours. Pas toujours. Alors, c'est vrai que c'est parfois assez étonnant, parce qu'on se dit qu'il y a Internet, il y a toute l'information qui est quand même faite au niveau des médias, mais on se rend quand même compte que sur le terrain, l'information n'est pas toujours bien assimilée. Souvent, quand on les voit, on commence à parler « Ah oui, oui, je sais », mais quand on va un tout petit peu plus en profondeur, hein, bon, c'est les adolescents, hein, bon, ils savent tout, mais quand on va un tout petit peu plus en profondeur, c'est pas tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que au niveau du Clermontois, j'ai organisé avec le conseil général, tous les établissements, collèges, lycées du coin, nous faisons une sorte de forum, et nous allons d'établissement en établissement pour justement apporter cette information qui est quand même très, très bien. Oui, tout à fait. Retour sur votre témoignage. Donc, vous avez eu ce parcours de la combattante au regard de ce cycle menstruel qui commençait à devenir un chemin de croix en quelque sorte. Tout à fait. Et donc, à l'issue de cela, alors, en fait, il a fallu qu'un jour, je sois extrêmement mal et que j'ai dû me présenter aux urgences gynéco, où là, la gynécologue m'a diagnostiqué une sciatique par rapport à ma douleur. Alors, une sciatique, qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne l'écart qu'il y avait entre l'un et l'autre? Enfin, au départ, j'avais quand même des douleurs abdominales et qui, mois après mois, se sont irradiées dans le dos. Et de là, elle a diagnostiqué, elle m'a dit « Oh, mais non !» C'est une sciatique. Donc une sciatique, c'est quand même un nerf qui part du haut de la fesse et qui descend dans la jambe et qui fait extrêmement mal, pour parler un petit peu de douleur. Voilà. Et donc elle m'a dit que c'était ça. Donc moi j'ai pris un traitement qui n'était pas visiblement adapté à ce qu'elle m'avait déjà donné auparavant. Donc là, allant à la prochaine consultation, je me suis fait gronder comme une enfant de 5 ans. Qui avait fait une grosse bêtise, et elle me dit mais vous faites n'importe quoi. Et de là je lui ai dit écoutez, j'avais extrêmement mal et il fallait que je fasse quelque chose, et donc je suis allée aux urgences et elle me dit on va changer de traitement. Je dis non, ça sert à rien de donner des traitements qui sont visiblement inefficaces et que j'ai essayé 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que les traitements sont quand même là pour être bénéfiques. Et j'ai exigé un scanner ou une IRM pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'avais une douleur aussi intense et qui était invalidante. Et elle me dit bah non, c'est moi le médecin. Et j'ai dit oui, mais c'est moi la patiente, c'est moi qui ai mal. Donc vous allez faire ce que je dis. Et elle a fait ce que je voulais.
Et effectivement, il se révélait que l'endométriose était répandue dans tout l'abdomen, au niveau rénal, et ce qui m'a valu une insuffisance rénale chronique qui ensuite a découlé sur de l'hypertension, etc., etc. Ça a été un cercle vicieux. Et c'est de là que je dis que si ces douleurs menstruelles avaient été prises en compte plus tôt, on n'en serait pas arrivé à une dégradation, parce que ça modifie quand même non seulement la vie professionnelle, parce que j'étais en 3e année d'études infirmières, la vie quotidienne, la vie sentimentale, puisque vous avez également, pas pour toutes, mais des douleurs durant les rapports sexuels. Donc c'est vraiment, ça bouleverse la vie et ça va même, alors j'ai pas été jusqu'à la dépression, mais c'est quand même... Vous êtes passé à côté. Je pense. Il faut avoir un mental d'acier à ce moment-là, pour ne pas se dire mais j'arrête mes études parce que je dois me faire opérer en urgence, parce que j'ai mal, et que vous loupez les cours, vous loupez les stages, et qui sont extrêmement importants en 3e année. Enfin, c'est vraiment, ça peut modifier totalement une vie, et donc en arriver à des extrêmes, enfin, devenir insuffisance rénale parce que vous avez des douleurs de règles qui n'ont pas été prises en compte et jugées réelles. On peut faire mieux. On peut faire mieux, oui. Vos commentaires, docteur, sur ce match de catch entre la patiente et la gynéco dans le cabinet qui dit « j'ai mal ici ». Non, moi je vais vous dire « vous avez mal ». Non, c'est moi qui sais où j'ai mal et vous allez faire ce que je vous demande. Bon, c'est vrai que bon, les douleurs des règles, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est très fréquent puisque c'est lié en fait aux contractions de l'utérus. Parce que pendant les règles, il y a une hormone de prostaglandine qui sont sécrétées, donc qui contractent l'utérus. Et ce sont ces contractions de l'utérus qui sont douloureuses, plus ou moins douloureuses en fonction des personnes. Bon, on peut avoir plusieurs manifestations, donc là vraiment c'est vrai que c'est pas assez habituel d'une façon générale quand même, on prend en compte, mais on va pas non plus opérer immédiatement dès qu'on dit qu'on a mal pendant ces règles. On commence par les traitements et très souvent c'est largement suffisant. Bien évidemment. Et alors justement, pardonnez-moi de vous interrompre sur ce point-là, à partir de quel moment la femme doit-elle s'inquiéter de la douleur de ses règles? Parce que des fois on se dit, je regarde à gauche chez tata, chez maman, chez une telle, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais aller voir le médecin, sinon je suis une chachotte? En fait, c'est uniquement personnel. Parce que chacun ne réagit pas à la douleur de la même façon. Si on a vraiment très mal, bon, on ne peut pas comparer par rapport à la douleur de la voisine, de la maman, de la tante et de l'amie. C'est vraiment personnel. Si on sent qu'on a mal, il faut le dire. Souvent, on commence par des petits médicaments. Bon, je ne vais pas donner de marque, mais souvent... Par des recettes de grand-mère aussi, un peu d'eau chaude par-ci pour appuyer là où ça fait mal et oui, tout. Un peu d'eau chaude, un peu du froid même aussi, glace, oui, voilà, de la glace, ça peut aussi calmer. Comment est-ce que le chaud et le froid ont le même résultat d'ailleurs? Le froid entraîne une certaine... Quand c'est très froid, ça entraîne une certaine anesthésie de la peau. Quand c'est très froid. Et puis, donc du coup, on oublie un peu. Et quand c'est chaud? Et quand c'est chaud, bon, souvent les vaisseaux sont un peu tout petit peu plus ouverts, un peu plus dilatés. Donc le sang passe un tout petit peu mieux. Bon. Donc c'est pour faciliter l'écoulement de ce sang qui sinon reste figé, et c'est parce qu'il reste figé qu'on aurait mal? En fait, on a mal. Oui. On a mal parce que, comme je disais tout à l'heure, l'utérus qui est un muscle, parce qu'il faut savoir que l'utérus est un muscle, en dehors de la grossesse, un muscle qui pèse à peu près 40 grammes, 40-50 grammes. Donc c'est vraiment tout petit. Et alors que après l'accouchement, juste après l'accouchement, quand on pèse l'utérus, il pèse presque 1 kilo, c'est-à-dire dans les 900 grammes. Oui. Donc il se développe beaucoup. Donc c'est un muscle. Et ce muscle-là, à l'intérieur de ce muscle, il y a ce qu'on appelle l'endomètre, et c'est cet endomètre qui est comme un tapis, oui. En quelque sorte, ça tapisse l'intérieur de la cavité utérine. Oui. C'est cet endomètre qui se développe pendant le cycle menstruel, justement dans l'objectif de recevoir
Un embryon, une grossesse. Le cas échéant. Voilà. Oui. Alors, si il n'y a pas de grossesse, cet endomètre, ce tapis qui s'est développé, s'élimine. Et pour l'aider à éliminer, il y a entre autres des prostaglandines qui contractent l'utérus pour que justement ça se vide. C'est un mécanisme naturel. C'est un mécanisme tout à fait naturel, mais comme mécanisme naturel, c'est plus ou moins douloureux, c'est plus ou moins difficile en fonction des personnes. Voilà. Nous allons prendre notre première téléspectatrice au téléphone. Madame, bonjour. Vous êtes à Compiègne. Tiens, bonjour. Oui, bonjour Lady. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir. C'est juste un témoignage parce que moi, étant jeune, j'avais des douleurs. Vraiment, c'était terrible. Oui. Et j'ai eu aussi ma fille, elle vit la même chose. En 2010, elle avait des douleurs chaque année. Tout le mois, elle avait des douleurs, mais c'était pas tous les jours. C'était dans une période, elle avait des douleurs, elle s'est plaignée, mais elle n'avait pas des règles. Elle avait que des douleurs au bas-ventre, mais je ne comprenais pas. J'ai consulté pas mal de médecins, ils ont fait des examens, ils ne voyaient rien. Et après, pendant une semaine, elle a des douleurs, après, il n'y avait plus rien. Chaque mois, c'était comme ça s'est répété. Je me suis dit, il y a un problème. Au début, je croyais qu'elle se plaignait pour rien. Je lui ai interdit de boire du lait parce que souvent, quand elle boit du lait, elle a mal. Mais je vis que ce n'était pas à cause du lait. J'ai dit non, il faut pousser quand même les examens loin. Nous sommes partis aux urgences. Et là, j'ai demandé au médecin, j'ai expliqué. J'ai dit, elle a des douleurs tout le mois, mais ce n'est pas tous les jours. Ça arrive à un certain moment, vers le 15, ça peut durer une semaine. Après, elle n'a plus rien. Tout le mois, c'est comme ça se répète. Parce que moi-même, j'avais fait l'observation. Je vis que ça arrivait tout le mois pendant une période et puis il n'y avait plus rien. Merci. Elle a dit, bon, peut-être c'est l'appendicite. Tu lui as posé quelques questions. Ma fille, elle a expliqué. Le médecin a dit, peut-être c'est l'appendicite, on va faire les examens. Ils ont fait les examens, ils ont dit on a l'impression que c'est ça. Ils avaient l'impression, mais ils n'étaient pas sûrs. Ils ont fait venir l'anesthésiste. Ils ont dit on va faire venir l'anesthésiste pour lui poser quelques questions et puis on verra si on peut l'opérer. Moi j'ai dit non, moi je préfère que vous appelez gynécologue, qu'elle essaye de bien examiner avant que vous engagez à l'opérer comme ça, parce que vous n'êtes même pas sûr que c'est l'appendicite. Alors appelez gynécologue, parce que moi je vous ai expliqué que ça arrive souvent, mais pas tous les jours. Bon, il y a une dame qui était là, elle a dit, ouais, on va essayer, on va appeler une gynécologue, quand même, la dame a raison, on va faire les examens. Ils ont fait venir une gynécologue, elle est venue, elle a fait les examens, et là, elle a dit que, ouais, il y a un problème. Selon elle, ma fille avait déjà vu ses règles à l'âge de 14 ans, mais les règles ne sortaient pas, parce que le trou où sort les règles, c'est bouché. Oui. Il n'y avait pas les trous pour que les règles puissent sortir. Oui. Ouais. Et ils ont laissé tomber l'idée comme quoi elle avait l'appendicite. Ils ont dit non, c'est à cause de ça qu'elle a des douleurs. Et je vous jure que depuis ces jours-là, on l'avait opérée. L'opération n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a duré au moins de 2 heures. On l'a opérée. Depuis ces jours-là, elle a ses règles jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours des douleurs, mais pas comme avant. Merci madame pour ce témoignage. Merci pour votre témoignage. Cela vous rappelle quelque chose, ce voyage entre peut-être le bloc opératoire et peut-être pas. Tout à fait. C'est vrai que moi j'étais passée simplement par l'échographie et c'est vrai que l'échographie simple ne révèle pas forcément le problème en profondeur et qu'il faut peut-être pousser les investigations, peut-être une IRM ou un scanner pour être sûr qu'il n'y ait rien de sous-jacent au simple problème de cycle menstruel douloureux. Oui. Donc une fois que c'est fait, effectivement, donc pour ma part, c'est vrai que ça a révélé justement quelque chose de plus important. Et je pense que c'est ce qui a été fait pour la jeune fille qu'on vient d'entendre. Des commentaires sur ce que vous avez entendu, docteur? Oui, c'est très intéressant parce que effectivement, quand une jeune fille adolescente se plaint de douleurs qui durent, bon, au début, bon, c'est juste avant la période des règles, 3-4 jours, et puis après, c'est 2 semaines avant, on l'examine quand même. On l'examine et on regarde, notamment au niveau de l'hymen, parce que l'hymen, au niveau de l'hymen, il y a
orifice qui permet justement l'écoulement des règles. Et il y a des cas où il y a ce qu'on appelle une imperforation de l'hymen, donc il n'y a pas ce trou-là. Oui. Et la jeune fille a ses règles, et au lieu que les règles s'éliminent, ça reste sur place. Au niveau du vagin, et forcément ça bombe sur cette membrane qui est fermée. C'est très 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 douloureux. Et effectivement, l'intervention est très simple, juste une incision, et puis après ça marche très bien. Alors imaginons qu'on n'ait pas fait cette observation-là, telle que vous nous le décrivez. Qu'est-ce qui peut arriver au bout d'un moment, à force d'avoir ces règles qui ne s'écoulent pas? On finit quand même par l'examiner, parce qu'à un moment, il a tellement mal que... Est-ce que ça peut prendre la forme d'une grossesse? Oh non. Non, parce que là, c'est vraiment au niveau du vagin, hein, le vagin qui est élastique. Bon, ça n'entre pas dans l'utérus, mais ça peut être très douloureux. Mais au bout d'un moment, elle a tellement mal que vraiment, c'est un diagnostic qui est classique, qui est habituel. Et quand une jeune fille a très mal, et surtout qu'elle dit qu'elle n'a pas ses règles, mais elle a très mal, c'est un diagnostic facile, hein, c'est-à-dire qu'on pense déjà à ça, on l'examine. Alors vous dites facile, moi je m'interroge sur si facile, pourquoi est-ce que le corps médical quand même qui se soit penché quand même sur l'appendicite et que avec les signes que la maman a pu donner aux urgences, qui se soit pas dès le départ penché sur ce problème gynéco. Vous voyez, Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la gynécologie, c'est une spécialité, et aux urgences, souvent, quand on vient, on a mal au ventre, parce que mal au ventre, c'est vague, le ventre, voilà, il y a énormément de choses, donc on examine, peut-être qu'en examinant, elle avait mal au niveau de la localisation des fois aussi, il y a cette contraction du fait de la douleur qui peut faire penser que c'est à gauche alors que c'est à droite. Absolument. Il y a une raideur musculaire qui fait qu'on veut échapper à cette douleur. Absolument. Et puis parfois, on a tellement mal que vraiment, il n'y a plus de localisation. C'est partout et nulle part. Voilà. Alors moi, j'ai ma petite question là-dessus. Est-ce que ne serait-ce parce qu'on pourrait imaginer que c'est parce qu'il y avait surtout des hommes aux urgences ce jour-là? Parce que moi, je ne sais pas, mais elle l'a dit d'ailleurs, une dame qui était là a dit que. Est-ce que le fait qu'il y ait des femmes pourrait se dire c'est peut-être autre chose que ce qu'on pense? Oui, sûrement. Mais encore une fois, c'est ce problème de prendre en considération la douleur que manifestait cette jeune fille. Est-ce qu'elle a été vraiment... est-ce que ça a été sous-estimé? Et que du coup, on a encore rabattu ça sur l'appendicite, et que la maman a quand même dû insister en disant oui, mais réfléchissez-y à 2 fois parce qu'elle a quand même pas ses règles de façon mensuelle. Donc, Et imaginons une maman qui ne parle pas la langue du médecin, on n'est pas avancé, on serait quand même passé au bloc opératoire. C'est un tout petit peu inquiétant. Tout de même, nous allons prendre une deuxième téléspectatrice au téléphone en vous rappelant que vous pouvez soit nous envoyer un courriel à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Pour une fois, nous allons pouvoir le lire en direct. C'est juste merveilleux, la technologie, n'est-ce pas? Ou alors, effectivement, nous appeler au 01 45 55 76 87. Madame, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Lady. Moi, je vous appelle pour faire aussi un petit témoignage sur une histoire que j'ai vécue. Et donc, j'avais commencé par des douleurs de règles, pareil. Et je suis restée pendant un long moment, quelque chose comme 10 ans. Donc chaque fois que je parlais de mes douleurs de règles à ma maman, elle me disait que c'est comme ça pour toutes les jeunes filles. À l'époque, j'étais en Afrique, et on me donnait de l'eau avec de la potasse chaude que je prenais. Après, donc, j'en ai parlé à un médecin généraliste qui m'a demandé de prendre aussi à chaque fois du Spasfon. Donc, je me suis gavée aussi avec ça. Jusqu'à arriver ici, quand je m'étais mariée. Et après quelques temps, donc, j'étais partie voir le gynécologue. Et en ce moment, on m'avait dit que c'était des fibromes. Et le médecin m'a dit que c'était une particularité chez les femmes africaines. Et ça m'a fait beaucoup mal parce que je me dis quelque part, les mamans en Afrique, en fait, elles ne sont pas sensibilisées aussi pour accompagner leurs enfants. Peut-être même ici en Europe. Et ça, quand même, c'est très grave parce que moi, j'ai traîné quelque chose pendant plus de 10 ans. Au final, c'était un peu tard parce qu'on m'a fait une intervention. Et malheureusement, il n'y avait aucun problème au début à part le problème de fibrome. Mais après l'intervention, il y a eu une complication parce qu'il y avait les trompes qui étaient bouchées. Donc le médecin n'a pas pu m'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, je me bats pour essayer de comprendre tout cela.
Et donc, voilà le témoignage que je voulais apporter. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions vraiment, madame. Alors, vous êtes infirmière diplômée d'État, je le rappelle. Est-ce que vous entendez des histoires nombreuses autour de vous, comme celles que viennent de nous faire partager les téléspectatrices? Oui, c'est des choses qui malheureusement peuvent être fréquentes. Alors, c'est vrai que je ne suis pas spécialisée en gynécologie, oui. Mais oui, c'est des choses qui peuvent être fréquentes parce qu'en plus... c'est vrai que de mère à enfant, parler de ces choses-là, du cycle menstruel, c'est pas forcément évident. Ça dépend des familles, ça dépend de l'éducation, de la culture, des origines, et puis de ce que savent les mamans là-dessus. Exactement, tout à fait. On ne peut transmettre que ce que l'on sait. Parce que malgré tout, même si les mères sont passées par là, parfois elles n'en savent pas plus que nous. Oui. Et c'est vrai que l'information, et la bonne information, pas seulement l'information que nous donnent les copines à l'école ou au travail, ou même parfois les forums auxquels il faut faire attention sur Internet, on n'a pas forcément toujours les bonnes informations pour être orienté. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est d'aller voir une gynécologue et de pas forcément banaliser, même si les douleurs qui passent par des antalgiques classiques, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter, mais quand vous avez des douleurs persistantes et résistantes aux antalgiques donnés par le gynécologue, je pense que là, il ne faut pas hésiter à retourner aller voir son médecin et vraiment d'exprimer, et puis éventuellement de pousser, c'est le gynécologue qui décidera, mais de pousser les investigations. S'il ne veut pas décider, on peut l'aider. Voilà, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, de voir, parce que c'est quand même pas normal d'avoir des douleurs résistantes aux antalgiques et puis parfois progressives. Hein. Donc, dès lors que ces règles douloureuses résistent aux antalgiques, c'est-à-dire à tous ces médicaments qui sont censés résorber la douleur, il faut commencer un tout petit peu à s'inquiéter quand même. C'est sûr. Alors, nous allons prendre madame au téléphone à Chambéry. Ensuite, docteur, je vous demanderai de réagir à ce qui a été dit précédemment ainsi qu'à son appel. Bonjour. Allô, madame à Chambéry? Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Voilà, j'appelle parce que je me retrouve par rapport à ce que disait le docteur tout à l'heure. Concernant le changement de l'utérus entre avant et après l'accouchement. Oui. En fait, j'ai un témoignage parce que pendant toute mon adolescence, j'ai toujours eu des règles très 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 douloureuses jusqu'à ce que j'ai des gosses. Donc après avoir eu mon premier fils, ça s'est arrêté net. Et je voudrais savoir si vraiment il y a un rapport entre cette période d'avant et d'après grossesse. Merci, madame, voilà, pour votre question pertinente d'ailleurs. Alors, y a-t-il un lien entre ces règles douloureuses? Est-ce que c'est une fatalité pour toutes les bonnes femmes de la planète d'avoir un jour, si ce n'est toujours, des règles douloureuses? Y a-t-il un lien entre l'avant-grossesse, l'après-grossesse? Qu'en est-il? Alors, c'est vrai que, premièrement, les règles douloureuses sont fréquentes avant la grossesse chez les adolescentes, parce que l'organisme est encore en formation, l'utérus, il y a quand même toutes ces imprégnations des hormones et notamment des prostaglandines qui contractent l'utérus. Et c'est vrai qu'après le premier accouchement, la plupart des douleurs soit disparaissent, soit diminuent de façon très importante. Bon, on ne va pas non plus dire à toutes les jeunes filles de faire un enfant parce qu'elles ont mal, surtout pas. Pour guérir de leurs règles douloureuses, il y a d'autres solutions. Voilà, il y a d'autres solutions. On essaie, il y a quand même, on commence par les médicaments de plus en plus forts, voire même passer à la pilule pour essayer de bloquer justement le fonctionnement, de bloquer les ovaires, de bloquer tout le cycle. Oui. Et souvent, ça diminue de façon nette, pour ne pas dire, parfois même, ça fait disparaître les douleurs. Sauf qu'une fois femme devenue et qu'elles veulent faire un enfant, on est obligé de débloquer ce qu'on avait bloqué, et là, on revient à la case départ, des douleurs à l'horizon. Souvent, quand elles sont déjà, quand la période de puberté, souvent à partir de 18, 19, 20, 21 ans, c'est déjà un peu moins douloureux. C'est souvent un peu moins douloureux. Et puis, quand elles arrêtent la pilule, après, madame en Hollande, bonjour. Madame. Bonjour. Oui, c'est madame Afoué. Je voulais vraiment poser une question à propos de menstruels. Oui. Parce que, depuis l'âge de 16 ans, j'ai beaucoup eu de problèmes avec mes cycles. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis venue en Hollande et
quand je me suis mariée, je voulais faire des enfants et je n'arrivais pas. Nous sommes allés voir des gynécologues. Ils ont trouvé que j'ai les trompes qui sont infectées, qu'il faut les couper. Alors je voulais demander, est-ce que avoir les règles douloureuses peut vraiment provoquer ce genre de choses? C'est ce que je voulais demander. Merci madame pour cette question. Alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt des règles douloureuses non prises en compte, telles que vous l'avez expliqué, qui pourraient conduire à un certain nombre d'autres complications, dont celle-là, plutôt que les règles douloureuses en soi? Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que j'entends que des règles douloureuses pourraient être le résultat de trompes infectées. Ou produire. Alors là, sincèrement, je ne saurais pas répondre. Alors, qu'en est-il? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles douloureuses, le mécanisme des règles douloureuses, bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, un phénomène fonctionnel. Et les trompes infectées, c'est lié à une infection. Il y a énormément d'origines, énormément de microbes, de germes qui peuvent entraîner les infections, puisque le vagin, par définition, n'est pas un milieu stérile, hein, et heureusement, puisqu'il est en rapport avec l'extérieur où il y a quand même des microbes, et de temps en temps, on a des infections au niveau des trompes. Infections des trompes qui peuvent également entraîner des douleurs, parce que toutes les douleurs ne sont pas forcément liées aux règles. Pendant les règles. Pas forcément. On a mal au ventre, et puis bon, parfois c'est pendant les règles, parfois en dehors. Mais après, bon, quand on a des douleurs en fonction de l'âge, il y a quand même des examens qu'on fait plus ou moins lourds, en commençant au moins par une échographie, un bilan sanguin, pour voir si une prise de sang, pour voir si justement il y a une infection sous-jacente. Aujourd'hui, lorsqu'une femme, vous entendez une femme se plaindre de règles douloureuses au regard de l'expérience qui a été la vôtre, sachant que par ailleurs vous êtes infirmière, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire quand bien même vous ne le lui dites pas? Alors, je vais pas calquer forcément son expérience par rapport à la mienne, parce que je pense quand même que ce que j'ai vécu reste quand même un phénomène plus ou moins isolé, et que tous les gynécologues ne rencontrent pas parce que j'ai quand même eu une endométriose assez sévère. Alors, endométriose, justement, vous en avez fait état tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est endométriose? Alors, la meilleure compréhension pour que ça soit à peu près clair, c'est l'endomètre, comme expliqué le docteur précédemment. Un mètre, on sait ce que c'est, mais un endomètre, on ne sait pas. C'est la muqueuse interne de l'utérus. Oui. Et qui donc doit se détacher, et qui le plus souvent donc soit se greffe à l'utérus, ou alors s'exporte à l'extérieur de l'utérus, et peut donc soit s'étaler au niveau abdominal, donc parfois au niveau intestinal, de temps en temps au niveau rénal, et parfois même apparemment ça pourrait aller jusqu'au niveau cardiaque et pulmonaire, si je ne me trompe pas, mais c'est des phénomènes assez rares apparemment. Oui. Et donc c'est extrêmement douloureux, c'est même plus de la douleur, c'est pour moi de la souffrance. C'est du martyre. Oui. Ah non, mais vraiment, vous en pleurez. Moi, la seule chose qui me calmait, c'était les bouillottes de grand-mère d'eau chaude que je posais, et qui soulageaient les douleurs. De toute façon, quand une amie ou même X personne me dit qu'elle a des règles douloureuses, la première chose, c'est d'aller voir la gynécologue, c'est certain, de passer donc par palier, c'est-à-dire que si effectivement les antalgiques classiques font effet, très bien, et puis on en reste là. Sinon, il faut retourner la voir et expliquer ce qui se passe, comment ça se manifeste et à quel moment. Je pense qu'il n'y a que la gynécologue qui sera à même de dire et d'effectuer les examens nécessaires. Et si elle ne le fait pas, on peut l'aider à le faire. Voilà. Nous allons prendre madame, vous êtes à Paris, Porte d'Orléans, bonjour. Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour, j'aimerais poser une question. Oui. Par rapport à mon cas, parce que moi, j'ai mes règles 2 à 3 fois par an. Et ça dure que 1 jour et demi, quoi. Et j'ai pas encore vu le médecin pour ça, parce que bon, moi ça m'arrange. Et j'aimerais plutôt savoir. Les femmes. J'aimerais savoir si c'est normal ou pas, que je règle pas comme tout le monde ici. Il faut voir un médecin pour ça. Alors, si nous n'étions pas venus dans votre salon aujourd'hui tenir cette conversation, est-ce que vous vous diriez, j'irai jamais voir le médecin, ça m'arrange? Est-ce que ça vous soucie un tout petit peu quand même? Est-ce que vous vous posez quelques questions tout de même? Oui,
Oui, je me pose. En fait, je comprends pas pourquoi moi j'ai pas les règles comme tout le monde et pourquoi je les ai que 2 à 3 fois par an, pas plus. Et quand vous avez vu les médecins pour toute autre chose, est-ce que vous avez tout de même posé cette question? Non. C'est votre petit secret. Maintenant, on va le savoir tout à l'heure. Merci, madame, en tout cas, pour votre participation. Alors, docteur. Alors, c'est une question très intéressante parce que, bon, c'est vrai que les règles, d'une façon générale, viennent tous les mois, tous les 28 jours théoriquement, mais il faut savoir que on peut avoir des cycles, ce qu'on appelle des cycles irréguliers. On n'est pas obligé d'avoir des règles tous les mois. Et 3 fois par an, quand même, c'est un minimum syndical. J'ai eu une patiente qui avait ses règles 3-4 fois par an. Ça ne l'a pas empêché de faire 4 enfants. Hein, mais il ne faut pas rater le train. Voilà, une équerre et oui. Faut organiser pour ne pas rater le train. Oui, voilà, tout à fait. Et un mari qui n'est pas parti en voyage parce que bon. Voilà, c'est ça. Là, faut pas calculer. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des cycles irréguliers. Ce n'est pas forcément une anomalie, c'est pas forcément une maladie, mais ce qu'il faut voir, bon, si elle n'a pas mal, si elle va bien, bon. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après, ça dépend. Est-ce qu'elle veut une contraception? Elle veut pas une contraception parce que si elle veut calquer, si elle ne veut pas de grossesse et qu'elle n'a pas de contraception et qu'elle veut calquer la période de ses rapports par rapport à son cycle, là, c'est pas possible. Hein. C'est navigation à vue. Pilotage, c'est vraiment. Si vous êtes sur pilotage automatique. C'est vraiment une navigation à vue. 01 45 55 76 87, mais vous pouvez aussi envoyer vos mails à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Nous pouvons les lire en direct pendant ce plateau du Vendredi Santé. Encore une fois, c'est juste merveilleux. Madame au téléphone, bonjour. Arrêtez votre téléviseur, par contre, quand vous nous appelez, nous nous entendons. Arrêtez la télévision. S'il vous plaît, madame. D'accord. Baissez le son. Ne l'arrêtez pas complètement, mais baissez le son. D'accord, ok. Et nous vous écoutons, bien sûr. Oui, bonjour, madame. Bonjour. En fait, je voudrais poser une question. Oui. Au début de mes règles, parce que j'ai commencé à 14 ans. Oui. Et j'avais une règle très, très douloureuse. Donc, depuis que j'ai eu mon garçon, ça s'est calmé, ça s'est arrêté. Et là encore, j'ai des règles qui sont vraiment, qui ne sont pas normales. Des fois, j'ai les règles tous les mois. Et des fois, ça c'est, comment je vais expliquer ça? C'est pas régulier en fait. Donc là, je n'arrive pas à avoir un deuxième bébé, je ne sais pas pourquoi. Si c'est dû au retard des règles ou si c'est dû à quoi. Avez-vous vu le médecin, madame, pour cela? Oui, j'ai vu des médecins, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous en disent? Ils m'ont dit d'attendre parce que le premier, il est venu comme ça et puis d'attendre. C'est le gynécologue qui vous dit cela? Hein? C'est le gynécologue qui vous dit cela? Oui. Merci, madame, pour votre question. Alors, avant que d'y apporter réponse, docteur, je voudrais qu'on fasse un petit détour par la question de l'interculturalité entre femmes, infirmières, patientes. Est-ce que la relation, elle est toujours un long fleuve tranquille? Est-ce que ça se télescope un tout petit peu? Oui, certainement. On est des êtres humains avant tout. Hein. Oui. Donc, les caractères, les cultures, la personnalité, l'histoire de chacun intervient dans toutes relations humaines. Et il est certain que nous devons faire face justement à certaines personnalités assez fortes. Donc là, oui, on est confrontés et je pense qu'effectivement, parfois, les cultures s'entrechoquent et ne se comprennent pas forcément tout le temps. Comme dans la vie quotidienne, je pense. Hein, de toute façon, c'est pas forcément centré sur l'hôpital. Hein. Je pense que dans la vie quotidienne, on est malheureusement confronté à ça, à l'incompréhension et la méconnaissance de l'autre. Nous allons donc répondre à la question de madame. Elle a vu le médecin, on lui a dit il faut laisser la nature faire les choses. À quel moment faut-il commencer à s'inquiéter si la nature ne fait pas aussi vite que l'on voudrait?
Alors, si au bout d'1 an, 2 ans, la nature n'a pas répondu à ces attentes, là on peut consulter, et il faut savoir que c'est pas parce qu'on dit je veux un enfant qu'il vient tout de suite. Hein, première chose. Deuxième chose, pour les cycles irréguliers, comme disait Madame, ce n'est pas une anomalie non plus. Et puis, pour avoir des rapports, pour avoir un enfant, on n'est pas obligé de faire sa courbe de température et de regarder à quel jour il faut y aller. Non, en fait, en étant naturel, en ayant en moyenne tous les 2 jours des rapports réguliers, et que le conjoint soit là, parce que parfois on dit, on n'y arrive pas. Oui, mais parfois on n'y arrive pas, mais le conjoint est au pays. Hein, il vient pendant les vacances, ou la dame y va pendant les vacances, donc forcément... Quand le cycle est en vacances, lui aussi. Voilà, donc forcément c'est difficile. Alors je voudrais montrer à la caméra et vous laisser le soin de les commenter. Ces quelques images, docteur, vous les verrez sur l'écran, on va dire en face de vous, mais la caméra viendra les chercher, pour qu'on commente un tout petit peu ce que vont voir nos téléspectatrices à l'écran. Ce sont des images de l'utérus, un certain nombre de choses. Vos lunettes, oui, vous allez en avoir besoin. Est-ce que je l'incline un peu plus, un peu mieux, je ne sais pas. Voilà, on les voit à l'écran. Alors, est-ce qu'il y a des choses à nous apprendre? Alors, on va commencer par la première à gauche. Je ne sais pas si... Alors, la première à gauche... Si vous la déplacez, par contre, la caméra ne le voit plus. Ah oui, oui. Alors, pour la première à gauche, est-ce qu'il faut montrer... Comment est-ce que je peux... Non, mais allez-y, la première à gauche, oui. Vous pouvez, là, ici, avec votre stylo, vous nous indiquez. Génial. Voilà, donc je me repère d'abord. Voilà, on se croirait en cilioscopie. Oui. Donc là, vous avez donc l'organe, les organes génitaux féminins, avec en bas, là, c'est le vagin, et ensuite on a l'utérus. Et de chaque côté, hein, l'utérus avec à l'intérieur, voilà, bien pour la lumière, à l'intérieur de l'utérus, on a ce qu'on appelle l'endomètre, hein, qui se développe justement à chaque cycle. Et de chaque côté de l'utérus, on a les trompes. Les trompes, on en a 2, hein, et les ovaires. Alors, ce sont les... alors, sous l'influence hormonale, il y a les ovaires donc, qui forment des follicules qui vont ovuler. Et l'ovule est capté par la trompe et attend les spermatozoïdes ici. Donc au niveau du tiers externe, ici. Alors, les spermatozoïdes déposés au niveau du vagin, on en a beaucoup, à peu près 20 millions par, au moins 20 à 250 millions même par millilitre, hein, arrivent, et la fécondation se fait à ce niveau-là, et l'endomètre qui a été fabriqué, qui s'est développé, accueille donc cet embryon. Oui. Alors, si la grossesse n'a pas lieu, cet endomètre, qui est comme une sorte de matelas, hein, dans lequel s'insère donc l'œuf, s'il n'y a pas grossesse, cet endomètre disparaît, et c'est ce qui forme les règles. Merci pour cette petite leçon de choses, comme on disait à l'école. Madame Achambéry au téléphone depuis un moment, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Donc, oui. J'avais une question très pertinente à poser. Nous donc, écoutons. en ce moment, j'ai des rapports très mouvementés avec mon ami, et ça me déclenche à chaque fois les règles. C'est normal, parce que même si on l'a 2 fois dans le mois ou 3 fois, à chaque fois, c'est très mouvementé, et ça me déclenche. Je voudrais savoir si c'est normal. Pardonnez-moi de vous demander des précisions. Qu'entendez-vous par très mouvementé? Voilà, on s'amuse, c'est des rapports sexuels, voilà, qui sont, voilà. C'est les Jeux Olympiques, nous avons compris. Merci, madame. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ceci et cela? Alors, bon, évidemment, bon, tout dépend de ce qu'on appelle rapport très mouvementé. Oui. Mais sinon, d'une façon générale, si on a des saignements
des saignements après les rapports, il faut quand même consulter son gynécologue, il faut quand même faire un frottis, il faut examiner le col de l'utérus, il faut quand même faire un examen. Et c'est pas tout à fait normal d'avoir des saignements après les rapports. Ça peut ne pas être grave, ça peut être physiologique, mais il faut quand même consulter votre gynécologue. Voilà. Alors, je voudrais moi donner lecture d'un mail que nous recevons à l'instant. Bonjour à tous. Je suis une Algérienne. Moi, j'ai mes règles à 14 ans. Au début, j'avais mal, mais après 2-3 ans, j'ai eu des douleurs insupportables. Donc, si je ne prends pas de calmant, je ne peux pas être debout, je ne peux rien faire. Je prends aussi de la tisane chaude. En fait, j'ai même des vomissements et même avant mes règles, une semaine avant, j'ai des douleurs au ventre et au dos. Je veux savoir, je voudrais savoir, est-ce que c'est normal? Merci pour votre émission. J'ai maintenant 21 ans. Merci à vous qui nous avez envoyé ce message. Alors, il y a cette histoire d'avant. On est beaucoup dans pendant les règles. Et justement, je voulais vous poser la question sur cette avant les règles. Si on a compris que pendant, au regard de ce que vous nous avez dit, c'est normal, qu'est-ce qui se passe avant pour que ce soit aussi compliqué? Alors, avant les règles, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle le cycle menstruel, c'est-à-dire qu'on a des hormones qui sont sécrétées en fonction du type d'hormones qui sont sécrétées et qui ont toujours le même objectif, c'est-à-dire assurer la procréation. Et si au 14e jour, d'une façon globale, au moment de l'ovulation, s'il n'y a pas de grossesse, ces hormones chutent, leur taux diminue, et cette diminution de taux d'hormones peut effectivement entraîner des signes, ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que on peut avoir mal, on peut être de mauvaise humeur, on peut... en fait, et dès que les règles arrivent, ouf, c'est le sourire dans la famille. C'est le sourire, des fois, ça peut être la montée, l'escalade. Alors, je voudrais vous laisser nous décrypter ce sourire, cet éclat de rire. Je pense aux hommes là qui nous écoutent et qui vont dire « Oh, c'est pour ça qu'elle est de mauvaise humeur, ma femme !» Et donc, on aura un petit cours, je pense, en rentrant à la maison. Non, mais je pense que c'est tout à fait... Enfin, oui, elle a raison. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est l'utérus qui travaille et que ce que décrit madame me paraît tout à fait... Enfin, d'un point de vue infirmière, me paraît tout à fait, on va dire, normal, et qui, j'espère pour elle, va se calmer avec des antalgiques classiques, tout simplement. Mais alors, pour parler des hommes, justement, car dans Lady vous écoute au téléphone, les plus nombreux, ce sont les hommes. Tiens, où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui? Ils n'appellent pas. Oui, alors vous voulez savoir comment fonctionnent les dames et pourquoi ceci, cela. C'est l'occasion de poser vos vraies questions, vous aussi. De la place des hommes dans ce vécu-là, parce qu'il y a effectivement ce qui se passe dans son corps et dans sa tête, on n'est pas bien, on est ci, on est cela. Mais est-ce que c'est cet accompagnement de cet homme à ses côtés, pendant, avant, les méandres, le voyage dans le labyrinthe médical, il y a quelque chose à dire à ce sujet-là. Je pense que les hommes, la seule chose, quand ils assimilent le cycle menstruel, ils assimilent douleur et caractère de cochon. Voilà. Et je pense puis abstinence. Et je pense que c'est les trois notions que les hommes gardent en tête, et je pense qu'ils ne vont pas plus loin si cela ne pose pas de problème. Donc voilà, je pense que c'est les seules trois notions que les hommes ont en tête concernant le cycle menstruel. Ma femme est de mauvaise humeur, donc elle ne me fera pas manger, elle s'occupera pas. Je vais aller manger chez la voisine. Voilà. La belle affaire. Et il n'y aura rien pendant 5 à 6 jours. Mais véritablement, alors parlons-en de cette abstinence. Est-ce que c'est la médecine qui veut que, ou est-ce que c'est chacun qui voit midi à sa porte? Chacun voit midi à sa porte. Je sais pertinemment que certains hommes et certaines femmes, donc dans le couple d'un commun accord, ça ne leur pose aucun problème d'avoir des rapports sexuels durant le cycle menstruel. Et je pense que la femme est d'accord à partir du moment où justement elle n'a pas de douleur durant le cycle menstruel. Et même si, alors je peux y mettre un avis personnel, je pense que c'est pas forcément judicieux. Je pense qu'il faut vraiment laisser l'utérus et donc le vagin faire son petit travail durant cette période et remettre à plus tard les ébats amoureux. Ouais, mais entre avant où on est de mauvaise humeur, pendant où il faut que l'utérus fasse son travail, après où le mari n'est plus là, il ne reste pas grand-chose sur le calendrier à exploiter non plus. Alors justement, y a-t-il des contre-indications du point de vue de la médecine, véritablement, sur les rapports pendant le cycle menstruel? Non, pendant les règles, précisément.
Pendant les règles, c'est vraiment une convenance personnelle. C'est vraiment le couple, et puis ça dépend des cultures, des religions, et puis c'est vraiment tout à fait personnel. Si je vais arriver à le dire moi-même, oh là là, je n'arrive pas à le dire. Est-ce qu'on est impur à cause des règles? C'était ça ma question. Ah non. Est-on impur? Non. Après, c'est des convictions, effectivement, religieuses ou pas, mais non, voilà. Le mot impur n'a pas sa place là. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être impur? Oui. Allez-y savoir. C'est déjà une grande question, mais bon, ça, impur, bon, non. Je voudrais poser la question à l'infirmière que vous êtes. Est-ce que les hommes ont peur du sang en général? Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça n'a... Vous confirmez? Contrairement à une femme, les femmes sont beaucoup plus robustes. Ce sont des guerrières, les femmes. Moi, je le vois bien. Donc, je travaille en chirurgie orthopédique. Quand il y a une prise de sang à faire, ou les pansements à refaire, ou même ce qu'on appelle le système de drainage, le redon à enlever, faut limite leur tenir la main à ces petits bonhommes. Une chanson. Et oui, et puis leur caresser dans le sens du poil et leur dire tout va bien aller, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Alors que les femmes, bon ben c'est sûr elles en ont vu d'autres. Oui. Ah oui. Ça, c'est pas un mythe, c'est vérifié, c'est scientifique. Mais enfin, messieurs, vous, le sexe fort, vous, si beau, fort et musclé, alors vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a une raison biologique à ce que ces messieurs soient chochottes comme cela? De toute façon, les messieurs comme la société a l'habitude de les chouchouter, donc ça continue. Et d'autre part, la femme, surtout si elle a déjà accouché, elle dit « Oh, j'avais beaucoup plus mal pendant mon accouchement, donc ça à côté c'est rien. Ouais. » Ou « J'ai mes règles douloureuses, ça c'est rien. » J'en ai vu d'autres, bon c'est pas une petite douleur ou un petit redon qui fera quelque chose à une grande fille comme moi. Voilà, absolument. Nous avons quelqu'un au téléphone depuis un moment. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Lévi et bonjour à toutes les femmes qui sont présentes sur le plateau. Je voulais parler de 3 différentes choses au fait. Oui. Voilà, je voulais demander au fait pourquoi dit-on qu'il n'y a pas de pilule sans risque? Et je voulais savoir aussi un autre truc, je voulais savoir, et même si on prend les pilules, est-ce qu'il faut faire attention au 14e jour ou non? Si malgré les pilules qu'on prend, est-ce que le 14e jour, les 3 jours avant le 14e jour, ou les 3 jours après le 14e jour peuvent être choses dangereuses ou non, même si on prend les pilules? Et je voulais savoir aussi, bon souvent on entend, parce que moi je suis une jeune fille, en fait, souvent on entend parler que pour ne pas tomber enceinte et tout, il faut, comme on appelle, arriver à l'évolution, je parle du 14e jour en fait. Il faut attendre 3 jours avant le 14e jour et 3 jours après le 14e jour, en fait, pour ne pas tomber enceinte, en fait. Bon, c'est ce que moi j'entends. Après, je ne sais pas si c'est vérifié ou non. Merci pour votre question. Alors, tout ce pataquès du calendrier, les hommes vont partir en courant. Alors, c'est à quelle heure cette histoire qu'il faut que ça se passe? Alors, la question de madame est... en fait, il y a 2 questions. Oui. Premièrement, pilule sans risque. Alors, il faut quand même savoir que la pilule est un médicament. Et qui dit médicament dit toujours risque. Donc, on ne prend pas la pilule n'importe comment. On ne prend pas la pilule de sa copine, de sa voisine. On prend sa pilule avec un grand S, la pilule qu'on vous a donnée à vous. Parce que avant de vous prescrire une pilule, on pose quand même des questions pour savoir quels sont vos antécédents, qu'est-ce que vous avez comme maladie dans votre famille et tout. On ne donne pas une pilule comme ça, ce ne sont pas des bonbons. Première chose. Deuxième chose, quand on prend la pilule, qu'est-ce que c'est? La pilule bloque les ovaires. Et à partir du moment où les ovaires ne fonctionnent plus, on ne peut plus parler d'ovulation au 14e jour. Donc, on n'a plus de cycle. C'est un cycle artificiel, comme on peut dire. Donc, il n'y a plus de milieu de cycle, 14e jour, etc. Alors, la troisième question, c'était au niveau de la période de fécondité, c'est-à-dire à partir de quelle période on peut avoir des rapports si on veut une grossesse. Alors, première chose, si vous voulez une grossesse, surtout, ne calculez pas.
Surtout, ne faites pas travailler votre cerveau parce que c'est le meilleur moyen de tout pas tomber enceinte. Voilà. Ne vous posez pas des questions. Vous avez envie d'avoir des rapports. Vous les avez. Vous n'avez pas envie. Vous ne les avez pas. Et en moyenne, si vous avez des rapports tous les 2 jours, vous tomberez forcément dans la bonne période. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes vivent au niveau des trompes. Ils ont une durée de vie. Ils ont quand même une durée de vie de 4 jours en moyenne. Donc les spermatozoïdes attendent. Ils sont là. L'ovulation aussi a lieu au 14e jour pour des cycles de 28 jours. L'ovule attend pendant 24 heures. Donc, si au bout de 24 heures, il n'y a pas de spermatozoïdes, c'est fini. On attend le cycle d'après, et alors que les spermatozoïdes peuvent attendre 4-5 jours. Donc, ce n'est pas la peine de calculer. Alors, si on veut calculer, effectivement, puis ça dépend. Si on veut calculer, il faut déjà bien connaître son cycle menstruel. Vous en avez qui ont des cycles de 28 jours, d'autres de 30 jours, de 35 jours, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'ovulation et les règles, c'est toujours 14 jours. Donc, si les cycles sont longs, c'est toujours la première partie du cycle qui est allongée. Mais c'est toujours 14 jours à partir du jour des règles. On peut comprendre que les messieurs partent en courant quand même, ça devient compliqué le calendrier. Il y avait 30-31 jours dans le calendrier, maintenant il faut avoir la montre à la main, l'ordinateur de l'autre, la calculatrice. Nous allons prendre au téléphone un autre appel. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, je vous appelle pour poser la question à ma petite sœur Afrique. Donc, c'est pour son problème, il est toujours chaque mois, il est mal quand il est sur la règle. Donc, en bas même, il gonflait, il pleure toujours. On est mené tout l'hôpital à Afrique, on a fait toutes les échographies, on n'a pas trouvé la solution. Bon, c'est des problèmes, elle ne veut pas tomber enceinte. À cause de ça, son mari, il est quitté. Donc, après 5 ans de mariage, c'est toujours le même problème. Quand il est sur la règle comme ça, il pleure, il crie, tout le monde de la quartier essaie, ils sont dans les règles. Je vais poser la question, pourquoi, je vais savoir pourquoi des problèmes, c'est ça, les histoires comme ça. Merci, merci madame. Alors j'ai une question derrière la sienne, pourquoi les hommes partent en courant? Elle me dit que le mari de madame est parti, de sa sœur en l'occurrence, est parti parce que à chaque fois elle était malade. En général, pas seulement par rapport à la question des règles douloureuses, mais quand les femmes sont fréquemment malades, c'est souvent qu'on va constater, pas tous les hommes, fort heureusement, qui vont partir. Bah, je pense qu'encore une fois, c'est une question de peur et de ne pas pouvoir assumer, hein, parce que voir l'autre souffrir, je pense que ce n'est pas forcément dans les capacités de tout le monde que de pouvoir être là et d'aider, alors pas forcément soit en étant médecin ou en étant infirmière, mais tout simplement d'aider, de parler, de soutenir moralement et psychologiquement la personne. Donc je pense que, et ça malheureusement, lors de maladies, dans un couple, ça passe ou ça casse, comme on dit. Hein. Soit le conjoint reste là et vous soutient jusqu'au bout, soit effectivement, et ça s'est vu, je l'ai vu constater plus d'une fois, vous avez le conjoint qui part en courant à la moindre alerte d'une maladie, et bon... Donc voilà, c'est malheureusement une situation fréquente. Et alors là, il est question en plus d'avoir un enfant. Et donc là, la dame ne peut pas enfanter. Alors là, je pense que pour certains hommes, effectivement, ça peut être un sujet de départ. Qu'a-t-on une femme qui est malade? Vous êtes infirmière, je le rappelle, parce que peut-être que c'est faute de n'avoir pas signifié clairement aux hommes ce qu'ils peuvent apporter, comment ils peuvent le faire. Qu'attend une femme malade, quelle que soit la pathologie, qu'attend-elle de son homme? Le soutien. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de grand-chose. Je pense que le fait que le mari soit là, qu'il assiste soit aux consultations, qu'il soit là durant les examens, qu'il se pose des questions, qu'il se soucie de comment vous allez ou pas, je pense que effectivement ça change tout. Ouais. C'est l'accompagnement et le soutien psychologique de la personne qu'on aime. Je pense que vous vivez beaucoup mieux la maladie ou les douleurs, tout simplement. Ça, c'est l'amour. Avec un grand A. Avec un grand A. Monsieur au téléphone, vous êtes le premier téléspectateur. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, je viens vers vous pour poser une question seulement. Oui. Vous êtes 3 des dames.
vous parlez tellement bien. Bon, moi, je voulais intervenir tout simplement par rapport à... Je voulais tout simplement poser cette question d'abord. Est-ce que c'est un sujet tabou qu'une fille parle à son père ses problèmes concernant le cycle menstruel, son cycle menstruel? Est-ce que c'est un tabou? Parce qu'en général, on voit bien, les filles, souvent, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parler ça, ils gardent ça. On dirait qu'il y a quelque chose, même s'ils sont à deux tout simplement à la maison, et que la maman n'est pas là, mais elle ne parle pas. Elle garde ça pour elle. Et puis, il y a des fois, le papa, il est là, mais il ne sait pas quoi sa fille. Et ça fait des fois mal, quoi. Bon, je voulais, en tout cas, vous essayer un peu de... S'il y a quelque chose à élever, là, hein, que tout le monde puisse comprendre, au moins qu'on puisse briser ces sujets-là, parce qu'on dirait que ça devient tabou entre des hommes et surtout des filles. Merci monsieur. Je voudrais vous laisser répondre déjà. Oui, enfin ça c'est un sujet que j'ai souvent rencontré parce que je me suis occupée d'adolescentes dans la prévention des IST et sur la sexualité en général. C'est un phénomène qui revient fréquemment avec les parents en général et c'est sûr que plus particulièrement avec le papa parce que tout simplement on parle de la vie intime de la jeune fille. Elle passe justement de l'état de jeune fille à jeune femme et c'est pas forcément évident pour toute jeune femme de parler de ça avec son père. Alors c'est pas un rejet de l'état de paternité, c'est tout simplement une gêne. Et je pense que là, le rôle du papa, il veut vraiment pouvoir aborder ce sujet-là avec sa fille sans tabou et sans non-dit, bah, il peut très bien faire le premier pas, aller vers sa fille et puis lui-même en parler. Hein. C'est sûr que les enfants, enfin il y a ce côté un petit peu d'infériorité, de dire d'aller vers le papa. Enfin déjà que vers la maman c'est pas forcément évident, mais alors vers le père, je pense que ça l'est encore moins. Et donc parler que ça soit de la sexualité, parce que ça en revient à parler de la sexualité que parler du cycle menstruel. Donc c'est pas évident. Donc le père peut très bien faire aussi la démarche d'aller vers sa fille. Et je pense que quand sa fille verra que son père n'a pas justement de gêne de parler justement du cycle menstruel, de l'écoulement du sang, etc. Ben, je pense que la fille petit à petit viendra vers lui et lui parlera non seulement de son cycle menstruel, mais aussi de sa sexualité peut-être, et des petits copains, et justement il y aura moins de tabou entre le père et la fille. Plus de prévention, docteur, sur cet aspect-là, pour répondre à monsieur. Oui, je suis entièrement d'accord avec Laetitia. C'est vrai que les jeunes filles, c'est une période où on se découvre et parler de sa sexualité, de tout ce qui est intime, y compris les règles, c'est une période intime, c'est souvent difficile. Bon, quand elles ont mal, c'est sûr qu'elles vont souvent voir la mère parce qu'elles se disent, bon, la mère aussi est passée par là, donc elle pourrait peut-être mieux comprendre, et puis elle a peur que le père lui dise « Oh, c'est une affaire de bonne femme, donc va voir ta mère. » Oui, les pères, ils bottent en touche. Voilà, souvent, c'est ça aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, et effectivement, si la fille a mal, sans forcément la forcer à dire ce qui ne va pas, bon, le père peut quand même lui dire « Bon, allez, on va voir un médecin, nous allons consulter. » Comme ça lui permet quand même de prendre en charge cette douleur de sa fille. Alors, nous allons prendre Madame à Lyon. Bonjour. Bonjour, Lydie. Bonjour, Lydie. Je voulais demander, parce que j'ai eu, depuis quand je suis jeune, j'ai eu mon règle avec des douleurs. J'ai vu 4 enfants. Jusqu'à maintenant, si mon règle vient seulement, j'ai trop de douleurs. Quelle est votre question, madame? Oui, c'est mon question. Je voulais savoir, c'est normal ou bien c'est pas normal? On a répondu en partie depuis le début de cette émission. Merci pour votre appel. Alors, que dira madame? Et puis, pour revenir sur les mamans, alors ces mamans qui sont censées devoir transmettre, peut-être qu'il y a une sensibilisation à faire en l'endroit des mamans pour lever quelques tabous qui pourraient être bénéfiques pour les jeunes filles notamment.
Oui, là, ce n'est pas facile, y compris pour les mamans de parler du corps, de la sexualité, parce que déjà, il faut que la mère elle-même maîtrise déjà cette anatomie et qu'elle ne donne pas des explications totalement erronées. Mais bon, en fait, ce qui est important pour les parents, pour la maman, c'est faire comprendre à sa fille qu'elle est là, qu'elle est présente, si à quoi que ce soit, elle est à l'écoute. Je crois que c'est le plus important parce que il faut savoir qu'à l'adolescence, on est un peu plus cachotier, donc c'est pas facile. Et ce qui est important, c'est que les adolescentes sachent que la mère est là pour l'écouter. Si la mère veut bien écouter, est-ce que vous parlez aux mamans ou est-ce que vous dites, docteur, soignez-moi, ne vous mêlez pas de l'éducation de mes enfants? Est-ce que vous encouragez les mamans, notamment, à pouvoir un peu accompagner les filles de ce point de vue-là? Ça dépend des familles. Il n'y a vraiment pas de règles précises, mais ce qui est important, c'est que ni juger la maman, ni juger l'enfant, parce que la maman ne parle peut-être pas parce qu'elle-même n'a pas reçu cette éducation-là. Donc, c'est pas qu'elle ne veut pas, parfois elle veut le faire, mais elle ne sait pas comment le faire. Donc, bon, et en plus, quand on regarde Internet et tout, c'est il faut faire ci, il faut. Or, moi, je ne sais pas. Alors, bon, c'est pas évident. Je crois que ce qui est important, c'est que les enfants comprennent que les parents sont là, à leur écoute, s'il y a quoi que ce soit. Ils sont là, ils ne vont pas les mettre à la porte, etc. Et qu'ils sont là pour les aider. Monsieur à Toulouse, bonjour et bienvenue dans ce monde de femmes. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Je vais juste poser une question en fait. Je vois qu'il y a deux cas de figure. Nous avons dans un monde moderne et je pose la question en tant qu'Africain. Vous avez le cas de figure où la jeune fille qui va à l'école, qui est disons lycéenne, et l'autre cas de figure que sa maman est une femme qui n'est pas disons éduquée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas instruite après des études. Quelle démarche peut avoir une fille ou une maman envers sa fille, sachant qu'elle n'a pas reçu cette éducation, elle ne sait pas quoi dire à sa fille. Qu'est-ce qu'elle va apporter à sa fille par rapport à cette situation où la jeune fille va vers sa maman et lui expliquer, voilà, une fille qui vient d'avoir ses premiers menstrues. Voilà, je me menstrue. Maintenant, quelle est la démarche de la mère? Qu'est-ce qu'elle peut dire à sa fille, sachant qu'elle n'a pas reçu cette éducation que vous, qui êtes au plateau, vous avez reçu? Voilà. Il y a tellement plein de cas de figure qui sont un peu assez complexes sur le problème des menstrues des femmes. Merci. Merci, monsieur. Merci pour cette question. Alors, ne pas avoir été scolarisé ne signifie pas qu'on n'a aucune connaissance. Tout à fait d'accord. Je pense que chaque femme est à même, avec ses capacités, de transmettre à sa fille, ne serait-ce que son savoir, son histoire, son expérience en tant que jeune fille, en tant que femme et en tant que mère. Et que pour la fille qui reçoit ce message, c'est déjà un très bon début en tant qu'expérience et qu'elle peut très bien s'enrichir de cela. Et les jeunes filles actuelles ont justement les moyens ensuite de se réorienter, donc soit vers la gynécologue, et il vaut mieux la gynécologue que Internet où il y a souvent justement des messages et des informations un petit peu erronées, mais je pense qu'une maman, même sans ayant reçu une instruction, elle peut tout à fait transmettre son expérience de femme, tout simplement, et quelle que soit sa culture et sa provenance, il n'y a pas de... Au contraire, je pense que c'est un vrai enrichissement pour et une transmission à sa fille. Des réflexions sur ce point-là? Oui. Non, de toute façon, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé dans ce qu'on appelle l'école des Blancs que on ne maîtrise pas des connaissances sur le corps des Noirs. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et comme de toute façon, soit elle a eu mal pendant ses règles, ou elle connaît quelqu'un dans le village qui a eu mal au ventre, il y a toujours des petits médicaments. C'est pas forcément les médicaments, les comprimés des hôpitaux ou des pharmacies, mais il y a souvent des conseils qui font que ça peut diminuer la douleur, et si ça ne va pas, il faut l'encourager à aller voir un médecin pour trouver une solution. Nous allons prendre Madame à Orléans. Bonjour. Oui, bonjour Lydie.
Bonjour dames. J'aimerais apporter en fait. Oui. J'ai un truc de mémoire. Non, j'aimerais plutôt dire qu'on devrait sensibiliser les femmes africaines parce qu'elles n'en parlent pas du tout. Elles ne parlent pas du tout à leur fille de ce problème. Moi, je prends mon exemple. Ma maman ne m'a jamais parlé de ça et le jour que j'ai eu mes règles, j'avais été traumatisée parce que j'ai vu du sang. Je ne savais pas d'où venait le sang. Je pensais que j'étais blessée ou pas. Je suis partie dire à ma grande sœur, elle me dit, oh, va voir maman. Je vais voir maman, elle me dit, ouais, tu vas aller acheter les gâteaux. Parce qu'elle appelait les serviettes les gâteaux. Tu vas acheter les gâteaux et puis je vais te montrer comment. Mais elle m'a jamais expliqué pourquoi j'avais ça. Donc moi, je pense qu'on devrait plutôt parler à nos enfants, que les mamans devraient parler à leur fille, leur expliquer. Parce que moi, ça m'a traumatisé toute la vie, quoi. À chaque fois que je vois le sang, je me rappelle de cet incident. Donc, je pense qu'on devrait sensibiliser les femmes africaines pour ça. Merci madame. Alors justement, on parlait du choc de culture tout à l'heure. Est-ce que c'est une question de culture quand on sait que d'aucuns, légitimement, certainement, sont accrochés à leur culture d'origine, où on ne parle pas de ceci, où on ne fait pas de telle manière? Au nom de quoi pourrait-on aujourd'hui attendre que ces personnes veuillent bien lever le voile sur certains aspects, notamment sur la sexualité? Alors, je ne pense pas que ça soit une question de culture. Je pense que c'est une histoire de famille, enfin dans chaque famille, parce que vous avez des familles d'origine française caucasienne qui ne vont pas du tout parler de sexualité et faire comme la maman de cette dame, ne pas préparer sa fille à l'arrivée des règles parce qu'elles sont gênées, parce qu'elles elles ne savent pas comment aborder le sujet, et puis le jour J arrive et patatrac, oui, on est réglé. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de femme qui doit se transmettre et qu'effectivement, elle a raison, hein, il faut faire de la prévention et puis donner un certain, je dirais, savoir, entre guillemets, aux mamans pour pouvoir justement transmettre à leurs filles. Nous parlons beaucoup de l'Afrique, vous êtes de la Caraïbe. Comment les choses se passent là-bas de ce point de vue? Pour ma part, ma maman m'en a parlé 1 ou 2 ans avant. En clair ou en poésie, des gâteaux, des ceci, non. Dans la famille, on parle très clairement. Elle m'a dit, tu sais Laetitia, il va t'arriver ça, tu vas avoir tes règles, ça va revenir tous les mois et ça voudra dire que tu seras devenue une jeune femme et qu'au niveau de la sexualité, avec les garçons, il va falloir faire très attention parce que ça voudra dire que tu peux à tout moment, à partir du moment où tu seras réglée, tu pourras avoir un petit. Donc voilà, elle m'avait préparée et puis bon, on s'est pas éternisé sur le sujet et puis effectivement, le jour où ça m'est arrivé, j'ai quand même poussé un hurlement. Même si ma maman m'avait préparé à ça, ça a été... oui, et je peux comprendre cette dame parce que moi, je m'en souviens encore du jour où j'ai été réglée. Donc, nous prenons notre appel au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lydie et bonjour femmes qui sont sur le plateau. Bon, je voulais demander quelque chose au fait. Je voulais savoir parce que moi, en fait, je prends des pilules, au fait. Oui. Mais je voulais savoir, au fait, quand tu prends les pilules, si tu les prends quand même dans la matinée, il faut toujours les prendre dans la matinée ou si tu oublies, tu peux les prendre le soir aussi. Si tu as oublié de prendre le jour où tu dois les prendre, si tu as oublié, est-ce que tu peux prendre le soir? Parce que normalement, moi, je les prends le matin, en fait. Donc, je me demande si je n'ai pas pris le matin, est-ce que je peux les prendre le soir? Est-ce que ça ne change pas, en fait ça ne change pas, je sais pas comment on dit, ça ne change pas le résultat. En fait. Voilà, maintenant je voulais savoir aussi, j'ai oublié ma question. Alors rappelez-nous si vous avez oublié. Okay. Alors, est-ce qu'on peut, si on a oublié de prendre sa pilule le matin, la prendre le soir, et dans la foulée, est-ce qu'on peut en prendre 2 si on a oublié le jour d'avant? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de pilules. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est... Allez-y, je suis désolée, mais c'est moi qui fais des bêtises. L'endomètre. Je vais y arriver. Hein. Oui, pardonnez-moi. Oui, donc je disais qu'il y a plusieurs types de pilules. Oui. Et pour l'horaire de prise, peu importe l'horaire où vous la prenez, mais quand vous choisissez, si vous avez choisi de prendre le matin, il faut toujours prendre le matin ou le soir, parce qu'au moins quand on oublie, on sait qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Alors, en fonction des pilules, il y a certaines pilules
bon, si on doit prendre le matin et quand on se rend compte qu'on a oublié, on peut encore la prendre le soir, y compris si on a oublié le soir, on peut encore la prendre le matin, mais c'est pas valable pour d'autres pilules. Donc, ce qui est important, c'est bien connaître ce que vous avez comme type de pilule, parce qu'il y a certaines pilules où, s'il y a un décalage de 3 heures, elle n'est plus efficace. Donc, ça dépend vraiment des pilules. Donc, il faut demander à votre médecin ou à votre gynécologue quel type de pilule que vous avez et si, avec votre pilule, un décalage de 12 heures est possible. C'est possible pour certaines pilules et pas possible pour d'autres. Voilà, madame, vous avez réponse à votre question. Plus que quelques minutes avant la fin, nous allons lire les derniers messages qui nous sont arrivés. Bon, je l'ai dit, je réagis par rapport à ce qui a été dit. À mon avis, cette question de cycle et d'hygiène sexuelle est importante. Il faut bien sensibiliser les femmes sur les infections et le cycle. Mon amie a eu un chlamydia avec son homme qui ne lui présentait aucun signe. Elle a fini aux urgences avec une salpingite qui lui a valu une trompe coupée. Parce que quand il y a une complication comme la stérilité, la femme est rejetée en général, et ça c'est triste, nous sommes d'accord avec vous. Nos mamans, nos tantes, nos grandes sœurs, s'il vous plaît, soyez présentes. Ce que dit la dame, les ados sont cachotiers, oui peut-être, mais elles ont surtout besoin d'être accompagnées. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette question d'infection ou est-ce que le moment des règles favoriserait la prolifération, je ne sais pas, de ces infections, si infection il y avait? De toute façon, concernant par rapport aux IST, il est certain qu'au moment des règles, il y a plus de risques puisqu'il y a un flux sanguin, d'être contaminé et de contracter donc une infection, et même au-delà des règles, hein, ça on est d'accord. Mais c'est vrai, enfin, pour ma part, je pense qu'il faut s'abstenir pendant la menstruation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la période des règles que s'il y a des infections, elles seront on sera plus facilement contaminé, contagieuse? Est-ce qu'il y a un lien avec cela? De toute façon, l'infection, c'est vrai que d'une façon générale, il y a très peu de rapports pendant les règles. Donc, les IST et les infections sexuellement transmissibles, c'est souvent en dehors de la période des règles. Ça peut se transmettre n'importe quand. Et c'est pour ça que, d'une façon générale, quand il y a une femme qui a très mal au ventre, qui a des difficultés à avoir une grossesse, on fait quand même ce qu'on appelle une célioscopie, c'est-à-dire sous anesthésie générale, on va regarder dans le ventre pour faire le diagnostic, voir s'il y a une infection, s'il y a d'autres anomalies, s'il y a une endométriose, s'il y a d'autres causes de douleur. Nous allons prendre notre dernière téléspectatrice au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est moi qui avais appelé tout à l'heure au fait. Oui. Bon, je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Oui. Donc, je voulais savoir en fait, parce que moi normalement je prends la pilule, mais ma pilule s'appelle Vanoline continue. C'est une pilule que je prends tous les jours en fait. Donc, au fait, je voulais savoir parce que là, j'avais pris, mais concernant mes règles du mois passé, au fait, je les ai pris, mais au fait, je me suis rendu compte que pour ce mois-ci, mes règles qui devaient venir, je crois, 2 ou 3 jours avant, c'est pas venu, en fait. Donc, je me demandais, au fait, si, peut-être si j'avais pas pris au moins avec, parce que je les prends les matins, en fait. Donc, je me demande si peut-être j'ai pas pris, peut-être une certaine heure, peut-être c'est ce qui a favorisé. Et puis, je pensais que j'étais enceinte, au fait, parce que c'est pas venu le jour où ça devait venir, en fait. Donc, je voulais savoir. Merci madame pour cette question. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Avez-vous pris la peine d'aller voir le médecin? Si vous ne l'avez pas fait, c'est grandement le temps de le faire aussi. Je ne sais pas si on va pouvoir apporter réponse à votre question rapidement. Il nous reste à peine 1 minute à se répartir chacune. Alors, que dire à madame? Que c'est bon, et évidemment si elle n'a pas ses règles et que s'il y a et qu'elle sait qu'elle a oublié de prendre sa pilule, la première chose c'est quand même voir s'il n'y a pas une grossesse. Et apparemment elle a fait un test de grossesse qui apparemment est négatif. Bon, si c'est négatif, bon, c'est négatif. Voilà. Donc, dernier mail, ma question est: une femme qui n'a jamais eu ses règles, quels conseils vous lui donnez? Conseils ont été donnés précédemment en rappelant que ma foi c'est peut-être pas
fréquent, mais ça n'est pas spécialement anormal s'il n'y a pas de douleur ou que ce soit. C'est bien cela, docteur? Oui, s'il n'y a pas de douleur pendant les règles, au contraire, tant mieux. Hein? En l'occurrence, elle n'en a pas. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Et les premières règles ne viennent pas forcément à 12 ans. On peut avoir des premières règles à 16 ans, à 17 ans. On n'est pas toutes logées à la même enseigne. Ça, c'est important à savoir. Le mot de la fin chacune, parce que nous sommes hors temps désormais. Que voulez-vous faire passer comme message pour finir? Moi, ça serait essentiellement la prévention. Oui. Et, et surtout la communication, que ça soit entre soignants et patients, et puis entre parents et enfants. Voilà. Docteur? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que bon, ce thème de cycle menstruel est très intéressant et merci à Dingoa de nous avoir permis de participer à cette émission. Ce qui est important à savoir, c'est que premièrement, on n'est pas obligé d'avoir tous des règles tous les mois. Hein, on est toutes différentes. Deuxièmement, quand on veut une grossesse, c'est pas la peine de calculer les jours où on doit avoir des rapports, et puis il faut s'écouter. Et troisièmement, vis-à-vis des jeunes filles, si elles ont très mal, ne pas hésiter à les amener en consultation pour un examen. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être là. Madame, vous avez envoyé un message. Vous voulez me poser une question personnellement, envoyez-moi un mail. Je vous y répondrai. Merci vraiment d'avoir accepté de participer à cela. Merci à vous qui avez été avec nous. Rendez-vous dans une autre édition de Lady vous écoute. Les règles douloureuses, ce ne sont pas une fatalité. On peut trouver des solutions, nous disent les gens qui travaillent dessus. C'est tant mieux ainsi. Au revoir. Merci.